L'autocombustion humaine. Ce phénomène troublant consiste en l'inflammation d'un corps humain, son source de chaleur externe et sans raison apparente. Le premier cas rapporté date de 1725. Depuis, plus de 400 autres ont été répertoriés en France et 2 nouveaux cas sont découverts tous les ans. À travers le monde, on dénombre plus de 50 victimes chaque année. Devant des chiffres aussi élevés, la communauté scientifique ne peut plus ignorer ce phénomène. Voyons sans plus tarder des extraits vidéo de cette mystérieuse combustion. Nous sommes à Amiens en octobre 1999. Le corps d'un SDF est découvert par des enfants aux abords d'un terrain vague. Au niveau du tronc, le cadavre est totalement carbonisé et les os sont réduits en cendres. Paradoxalement, le visage et les extrémités des membres sont indemnes. On retrouve le tableau caractéristique d'une des formes les plus fréquentes de la combustion humaine. Comment un expert peut-il expliquer un phénomène si déroutant? Le rapport d'autopsie révèle que l'homme a brûlé dans un état de conscience proche du coma éthylique. Autun, 1er mai 1982. Michal, retraité des mines, est retrouvé carbonisé dans sa maison. Oh, mais je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, moi. Ça, c'est inoubliable, moi. Je vous dis, chef, moi, j'étais à l'école encore à ce temps-là. J'en dormais plus, moi. Je suis arrivé, bon, ben, j'ai frappé, ça répond pas, j'ai bizarre. Bon, j'ai ouvert la porte. Bon, il était assis comme ça, la table est là, les lunettes étaient sur la table, il regardait comme ça, les gros yeux jaunes, et là, tout cramé. Voilà, c'est comme ça. Le capitaine Janin, aujourd'hui à la retraite, a mené l'enquête. J'ai découvert la victime qui était assise dans une position naturelle, totalement carbonisée. La tête semblait un peu épargnée, mais la poitrine, l'abdomen, les membres supérieurs, les membres inférieurs étaient, je vous dis, carbonisés, en surface. J'ai même noté que la chair était éclatée au niveau des bras. Pratiquement tout était intact dans l'environnement du cadavre. Les meubles notamment étaient à peine noircis. La chaise était simplement attaquée un petit peu par le feu et pas partout. Par contre, la nappe, située à quelques centimètres, est intacte. Ainsi que la boîte d'allumettes, posée juste à côté de lui. En 1995, un nouveau cas de combustion humaine spontanée fut rapporté, mais cette fois et pour la première fois depuis le début du recensement des victimes, la personne a survécu et était en présence d'un témoin. La communauté scientifique s'intéresse particulièrement à cette affaire, il voit dans le témoignage de ce dernier la possible clé de cette énigme. Frank Baker est un vétéran décoré de la guerre du Vietnam. Il a reçu 2 médailles Purple Heart et la médaille de la bravoure. Pourtant, ce n'est pas sur un champ de bataille qu'il a côtoyé la mort au plus près, mais ici, dans le Vermont. C'est la première fois qu'il parle des terribles événements de juin 1995. On se préparait à aller pêcher. On était assis sur le canapé. C'était la veille du derby, tout allait très bien. Pete était assis à côté de moi. On s'amusait bien. Et tout à coup... Je n'ai jamais vu ça. Frank était complètement terrorisé, et moi aussi. J'étais totalement paniqué. On a essayé de l'éteindre.
J'étais mort de trouille. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pas du tout. Les deux amis parviennent à éteindre le feu et Peter conduit Frank chez un médecin. Pour Frank, ce n'est que le commencement et la médecine est totalement désemparée. Le médecin n'y comprenait rien. Il m'a dit, on dirait que vous avez brûlé de l'intérieur. Je n'ai jamais rien vu de tel. Pourtant, Frank n'était pas à proximité d'une source de chaleur ou de flamme. Je ne fumais pas, il n'y avait pas de flamme autour, pas de lampe, pas de micro-ondes. Il n'y avait que la lumière du soleil qui entrait par la fenêtre quand c'est arrivé. Différentes tentatives d'explication ont été émises. Au XVIIe siècle, on considérait l'alcoolisme comme étant la cause de ces combustions. Mais cette hypothèse fut vite écartée, suite aux expérimentations scientifiques. Mais comment faire brûler un corps autrement qu'en surface? Marc Beneke va se livrer à une expérience très simple, en utilisant du coton imbibé d'alcool. La croyance ancienne, c'est que l'absorption d'alcool pouvait entraîner la combustion et provoquer le feu dans le corps. Dans ce cas, on pourra obtenir un feu de l'intérieur vers l'extérieur. L'expérience classique, quand on parle de combustion humaine spontanée, c'est d'imbiber un morceau de coton avec de l'alcool et de mettre le feu. L'expérience est très simple. Un matériau imbibé d'alcool brûle de l'extérieur vers l'intérieur, parce qu'il faut de l'oxygène et que l'oxygène vient de l'extérieur. Le coton noircit plus ou moins, mais l'intérieur reste blanc. Même si la totalité du coton est imbibée, il ne brûle pas à l'intérieur. Ceci est la preuve qu'un corps imbibé d'alcool ne peut pas brûler à l'intérieur. Alors, quelle peut bien être la cause de ce phénomène? Une théorie intéressante voit le jour en 1965. L'effet chandelle. Alors, bien sûr, le but est de démontrer qu'il ne s'agit, en tout cas, surtout pas d'un phénomène paranormal, mais du comportement du corps humain au feu. Alors, voici le tube à essai, qui est enveloppé de graisse. Je vais l'envelopper d'un tissu. Donc il sera seulement enveloppé de moitié, de façon à montrer que le tissu fait en fait office de mèche. Alors le chiffon va s'auto-consumer. Arrivé à la graisse elle-même va commencer à se liquéfier et va devenir le propre combustible qui servira à l'autocombustion donc de cette expérimentation. Alors au fur et à mesure, ça fournit beaucoup de chaleur et cette chaleur augmente jusqu'à la température de 1650 degrés. Et il faut 7 heures en moyenne pour qu'un corps se consume complètement. L'autre intérêt est de voir qu'il y a une frontière de cette combustion, là où le tissu s'arrête, mais par contre, cette partie-là ne flambe absolument pas. Alors on imagine très bien le cas de figure, la victime en état d'incapacité de réaction, la cigarette tombe sur le vêtement, le feu se communique au vêtement, le vêtement commence à se consumer, la peau se crevasse, la graisse du corps commence à se liquéfier, comme on a pu le constater donc, lors de l'expérimentation, et le tissu lui-même s'imbibe de cette graisse liquéfiée. Alors, l'ensemble se consume comme un effet chandelle, et au moment où il n'y a plus de vêtements, la combustion s'arrête. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve en général des extrémités du corps, une tête, un pied, un bras, une main, etc. Donc, pour moi, effectivement, l'effet chandelle
est une raison satisfaisante pour démontrer les phénomènes d'autocombustion. Cette théorie semble plausible. Mais comme nous allons le voir, certains problèmes persistent. L'effet chandelle démontre l'élévation inhabituelle de la température. Et il explique parfaitement pourquoi les pieds, la tête et les mains des victimes échappent si souvent à la carbonisation. Mais cette théorie nécessite 3 facteurs. Une source de chaleur extérieure, une victime qui soit dans l'impossibilité de réagir et beaucoup de temps pour que la combustion soit complète. Veuf et âgé de 80 ans, Michal vivait seul. L'autopsie pratiquée sur son corps, en révélant un infarctus du myocarde, conforte l'existence d'un facteur essentiel à la théorie de l'effet chandelle. Il nous faut démontrer l'incapacité de réaction de la victime, donc c'est ce que font les légistes, et la présence d'une source calorifique. La présence de la source calorifique, on peut ne jamais la retrouver. Je prends l'exemple de la cigarette qui se consume, elle va carrément se consumer, elle va tomber sur le corps de la victime et se consumer peut-être avec la victime. Qu'est-ce qu'on va pouvoir démontrer? Rien du tout. Rechercher le briquet ou la boîte d'allumettes. On ne pourra rien démontrer en réalité. Le tabac étant réduit à l'état de cendre, mégot ou pas mégot, il est fort peu probable qu'on retrouve même le mégot. Par contre, le fait de retrouver plusieurs cigarettes à proximité donne une indication, une probable hypothèse de l'origine de l'incendie. En tombant sur le vêtement, la cigarette communique le feu à la peau, puis à la graisse, qui en se liquéfiant auto-alimente la combustion. Nous avons l'incapacité de réaction, la source calorifique. Qu'en est-il du dernier facteur nécessaire à l'effet chandelle, le temps? Vers 11 h du matin, il est vivant. C'est son voisin qui est là derrière, personne à l'avoir vu vivant, discute quelques instants de banalité dans la cour derrière la maison. Et c'est à midi qu'il est découvert, totalement carbonisé. Il ne semble absolument pas logique, ou pas rationnel, je veux dire, de retrouver de tels dégâts au niveau d'un corps dans un laps de temps aussi court. À Autun, le phénomène n'a pas duré plus d'1 heure. Si l'on observe de plus près les vêtements de Michal, nous constatons qu'ils semblent avoir été comme déchirés par le feu, plutôt que brûlés comme une mèche. Je n'ai pas remarqué de traces évidentes de graisse au niveau du sol et à l'aplomb de la victime. Et je n'ai pas été marqué par une quelconque odeur. L'effet chandelle ne me convient pas au niveau explication. Et je ne pense pas qu'on puisse expliquer ce cas-là par cette théorie. D'autres théories ont été proposées. Fusion nucléaire froide, dégénérescence des mitochondries, le pyrotron. Mais ces dernières semblent moins sérieuses et concluantes. Aujourd'hui, les détracteurs de l'effet chandelle s'appuient plus volontiers sur une explication qui assimile les combustions humaines spontanées à une réaction de fusion nucléaire. L'hypothèse est audacieuse. La fusion nucléaire est la réaction qui se produit à l'intérieur du Soleil. Cette fusion peut également être réalisée expérimentalement, mais elle n'intervient qu'à des températures de plusieurs millions de degrés. Elle est la réunion de plusieurs noyaux atomiques légers en un seul plus lourd. Une réaction qui libère une énergie considérable. La libération, la création, la délivrance de cette incroyable énergie au niveau atomique ou subatomique des particules du corps humain se fait très rapidement, avec une chaleur éclair qui dure peut-être une nanoseconde. C'est donc un dégagement très rapide de chaleur, ce qui fait que dans les cas classiques,
les objets environnants ne sont pas brûlés, parce que la chaleur ne dure pas assez longtemps pour atteindre leur point d'ignition. Mais il y a certainement assez de chaleur libérée à l'intérieur du corps de la victime pour le déshydrater, pour faire bouillir et casser les liaisons atomiques de l'eau. Mais le corps humain n'atteint jamais des températures aussi élevées. Le professeur Chemla, de l'université Pierre et Marie Curie, reprend l'expérimentation faite en 1994 par les professeurs Pons et Fleischmann. Réaliser une fusion nucléaire à des températures inférieures à 100 degrés Celsius dans un bain d'électrolyse avec des électrodes de palladium. C'est la fusion froide. Le palladium métal va incorporer de grandes quantités d'hydrogène et les atomes de deutérium vont être très proches les uns des autres. Et ils pourraient fusionner. Et ils devraient même fusionner d'autant plus facilement que la réaction de fusion est exoénergétique, c'est-à-dire qu'elle dégage de l'énergie, et la thermodynamique nous enseigne que les réactions qui dégagent de l'énergie sont toujours favorisées. Un grand nombre de chercheurs dans tous les pays du monde ont essayé de reproduire l'expérience de Pons et Fleischmann en faisant varier un grand nombre de paramètres. Disons que la seule conclusion à laquelle ils arrivent tous, c'est que ça n'est pas simple, on ne maîtrise pas les paramètres, mais quelquefois l'un d'entre eux déclare voir un excédent de chaleur par rapport à ce qui est prévu. Mais cet excédent est très faible et par conséquent incompatible avec une réaction nucléaire. Si la fusion froide est concevable, pourrait-elle se déclencher à l'intérieur d'un corps humain et provoquer une combustion humaine spontanée? Représentez-vous bien ce qu'est le corps humain. C'est de l'eau, et de l'eau légèrement salée. Qu'est-ce que c'est que la mer? C'est de l'eau salée. Donc, si on pouvait craindre ce phénomène de fusion, un jour on vous dira la mer s'est enflammée et la Terre se serait réduite à l'état de poussière. Tout ça, ça fait partie des spéculations. En fait, bon, pourquoi pas? Je veux dire, on peut émettre un tas d'hypothèses, mais de spéculation, d'équations chimiques qui se passent au niveau cellulaire, mais aucune équation chimique n'a abouti à une réaction exophthalmique qui permet d'obtenir une source calorifique donc en réponse à ces réactions moléculaires ou autres. Donc pour moi, ça n'apporte pas grand-chose parce que rien n'a été démontré. John Hamer se tourna alors vers la biologie. Il publia The Entrancing Flame, où il développa une hypothèse saluée comme pertinente par le New Scientist, revue scientifique américaine de référence. Selon cette théorie, le secret des combustions humaines spontanées se trouve à l'intérieur des cellules, au niveau des mitochondries. Leur fonction est de rendre assimilables des molécules complexes par le noyau cellulaire. Un dysfonctionnement de ce cycle serait à l'origine d'une dispersion d'hydrogène et d'oxygène dans la cellule. L'électricité statique corporelle provoquerait la mise à feu de ce mélange hautement explosif, entraînant une combustion du corps brutale et intense. Jean-Renaud Garel, professeur de biochimie à l'université Pierre et Marie Curie, revient sur cette hypothèse. Le corps humain brûle des composés inflammables, des sucres, des graisses en permanence, même en dormant. Le métabolisme basal réalise la plus grosse dépense d'énergie, donc en permanence, mais à 37 degrés, de façon contrôlée, de façon régulée, et sans s'en rendre compte, sans qu'il y ait la moindre flamme, la moindre élévation de température et la moindre brûlure. La masse aqueuse qui existe dans les cellules
fait office d'extincteur spontané. En plus de ça, les oxydations cellulaires font intervenir un goulet d'étranglement extrêmement limitant et qui permet à l'énergie cellulaire d'être produite en toute petite quantité à chaque instant. Et donc il n'est pas concevable que la température même d'une cellule puisse s'élever au-delà de 1 ou 2 degrés par suite d'un dysfonctionnement de sa production d'énergie cellulaire. L'hypothèse intracellulaire de John Hemmer ne résiste pas à une analyse rigoureuse. La théorie la plus intéressante au niveau scientifique présuppose l'existence hypothétique d'une particule appelée le pyrotron, ou particule pyron. Comment en est-on arrivé à cette hypothèse? Nous avons étudié le cas de Marie V, un cas américain très connu de combustion humaine spontanée, qui s'est produit ici, en Floride, en 1941. Nous connaissions le poids du corps avant et après la combustion. Nous avons appliqué la formule de la physique quantique au genre d'énergie et à la taille d'une particule qui pourrait avoir causé la crémation totale d'un corps, telle qu'elle s'est effectivement produite. En regroupant les chiffres, en appliquant les mathématiques au destin flambant de Madame V, nous parvenons à modéliser l'existence hypothétique d'une particule extrêmement petite, plus petite qu'un neutron, plus petite qu'un quark, mais porteuse d'une énorme quantité d'énergie. La taille de cette particule est de 1,38 10 puissance moins 31 cm. Ce pyrotron, quoique minuscule, porte en lui énormément d'énergie. Et lorsqu'il heurte une autre particule dans le corps humain, il libère instantanément sa propre énergie qu'il transmet aux atomes environnants, créant ainsi une réaction en chaîne, des atomes aux molécules, aux organes. Ce pic d'énergie surpuissant vaporiserait l'eau du corps, pulvériserait la structure physique des organes et le squelette de la victime s'enflammerait. Cette énergie se dissipant très vite, elle n'aurait pas le temps d'atteindre le point d'ignition des objets combustibles environnants, comme les journaux ou même les vêtements de la victime. Et le résultat final de tout ceci, c'est cet étonnant phénomène d'incinération humaine localisée. Reste à mettre en évidence l'existence d'une telle particule qui, à ce jour, n'a aucun fondement scientifique, théorique ou expérimental. Quelles que soient les théories, nos cellules ne semblent pas décidées à s'enflammer spontanément. Malgré les efforts fournis pour expliquer ce phénomène de manière rationnelle, la combustion humaine spontanée ne semble pas vouloir dévoiler son secret. Réussirons-nous un jour à comprendre son origine? Seul l'avenir nous le dira.